Previously on Desperate Housewives. Previously on Buffy the Vampire Slayer. Previously on Damages. Previously on Law. Previously on Fringe. Bonjour, aujourd'hui je reçois Marielle Toulz et Arnaud Alexandrin. Alexandrin, pour le livre Sociologie de Mylène Farmer aux éditions Double Ponctuation. Bonjour et merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Bonjour. Merci à vous. Pour rappel, nous avions déjà parlé des excellentes éditions Double Ponctuation, en recevant dans une autre émission Et alors Vincent Patiniès qui avait écrit Accompagner la transition de genre chez l'adolescent, la construction sexuelle et de genre chez l'adolescent, aux mêmes éditions du coup. Très très bon livre que je vous recommande, j'en profite encore une fois. Vous pouvez récupérer les liens sur les réseaux sociaux, sur le site de la nuit du dimanche, etc. N'hésitez pas à aller écouter cette interview. Mais aujourd'hui, c'est Arnaud Alexandrin et Marielle Toulz. On va parler de votre livre. Juste avant, une petite dernière parenthèse. Je rappelle que cet entretien est diffusé en exclusivité sur radioverte.fr, la web radio de la nuit du dimanche, qui diffuse, outre de la bonne musique, Mylène Farmer, toutes nos archives depuis 7 ans, enfin non, pas toutes, tous les soirs de 16h30 à peu près jusqu'à 23h à peu près. Voilà, longue introduction terminée. On va parler à vous de votre livre et de vos métiers respectifs. On va commencer par vous, Marielle Toulz. Vous êtes, entre autres, maîtresse de conférences en sciences de l'information et de la communication, laboratoire EDICO. Alors, on a reçu pas mal d'universitaires dans l'émission. On a parlé beaucoup de laboratoire. Mais laboratoire EDICO, est-ce que vous pouvez du coup m'expliquer ce que c'est ? Oui, le laboratoire ELICO, c'est un laboratoire de sciences de l'information et de la communication qui se situe à Lyon. Je suis sémioticienne. Alors, sémioticienne, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que j'analyse tout ce qui concerne les signes visuels. Ça peut être aussi bien des médias, des images, du cinéma, de la publicité, des affiches, etc. Mais des signes visuels, ça veut dire aussi que ça peut être de la communication non verbale. Donc je travaille également aussi beaucoup sur les postures de corps, les attitudes, de tout ce qui concerne le non-verbal. D'accord. Et vous l'appliquez à la pop culture, et notamment à Mylène Farmer. Alors je l'applique à la pop culture, tout à fait, la publicité, des affiches. En fait, il faut se rendre compte que tout ça, c'est des miroirs de notre société. Alors certes, des miroirs déformés, mais quand même, ça dit quelque chose de nos sociétés. Et évidemment, Mylène Farmer, son engouement, la longévité de sa carrière, dit aussi des choses forcément sur le profil des fans. Je vais peut-être un peu trop vite et un peu trop loin qui la suivent. Et c'est toujours des indicateurs sociaux de ce qui se passe et de ce qui se véhicule en termes d'imaginaire et de représentation de notre société. Et moi, en tant que sémioticienne, et bien évidemment, c'est ça qui m'intéresse. Et qu'est-ce que finalement, avec toutes ces images, ces représentations, qu'est-ce qu'on fabrique un peu dans nos têtes ? Ça nous donne quoi comme représentation, projection sur autrui et comment on fait avec ? Ok, ça a l'air vraiment passionnant. Merci. Mais ça donne envie d'en savoir plus et de lire sur le sujet, quoi. Alors je ne savais pas ce qu'était ce métier. Vous en parlez dans le livre d'ailleurs. Il y a un chapitre sur ça. On en reviendra un peu plus loin. Et je me suis renseigné du coup et je vous confirme, c'est passionnant. Donc c'est cool. Bravo. Arnaud Alexandrin, vous êtes docteur entre autres en sociologie à l'université de Bordeaux et vous enseignez la sociologie du genre et des discriminations. Vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages, chez Double Ponctuation aussi. Entre autres. Oui. Entre autres. Déprivilégier le genre, avec Johanna Dragon. D'accord, oui, c'est ça. Merci. Mais- Dragon. De rien. On ne lui dira pas, mais c'est bien. Merci. Et discrimination dans la ville. Exactement. Alors, ça me fait penser... expliquez-nous, c'est sur quoi le sujet ? Alors, avec Johanna, avec qui j'ai écrit ce livre sur les discriminations et la ville, on travaille depuis maintenant 10 ans, ça ne nous rajeunit pas, sur l'expérience discriminatoire des femmes, des populations LGBT, mais aussi des populations victimes de racisme, entre autres, dans l'espace public et dans tout ce qui relève de la citoyenneté et de la spatialité urbaine. Donc ça peut être des loisirs, ça peut être la santé, ça peut être la mobilité, ça peut être
l'accès aux institutions. Et tout cela, on l'analyse au prisme du sentiment de discrimination, de l'expérience discriminatoire, puisque du moment où on vit des discriminations, on est quelque peu coupé de l'expérience banale de la citoyenneté, banale des relations du quotidien. On a peur, on a des craintes, on s'auto-censure. Et c'est tout ça qu'on analyse, qu'on chiffre également, dans des enquêtes de victimation depuis maintenant 10 ans, autour d'une quinzaine de villes, je crois, et plus de 5200 réponses, et Double Ponctuation a accepté qu'on publie cette synthèse de nos travaux. Ok, super. Passionnant aussi, on mettra les liens du coup sur le site et sur les réseaux sociaux à l'occasion de la sortie de cet entretien. Alors, moi j'ai trouvé votre livre grâce à Vincent Patignès, j'y reviens, mais parce que le sujet de son livre m'avait intéressé et je ne connaissais pas Double Ponctuation et j'avais été voir un peu leur publication. Et moi, c'est votre titre qui m'a attiré, mais direct. Le titre, c'est Sociologie de Mylène Farmer et ça lance une promesse d'un livre qui n'a pas été fait jusqu'à présent. Pourquoi d'après vous? Vas-y. On le dit, en tout cas on le redit, on est ravis évidemment que le titre vous ait plu, mais à l'inverse, nous on a eu cette crainte que d'oser dire, de prononcer le mot sociologie, ça soit quelque chose qui rebute, etc. Parce que dès qu'on est sur de la pop culture, c'est comme s'il fallait choisir son camp. Voilà. Soit il faudrait être que du côté du léger, de la pop, du populaire, et soit du côté universitaire, et là dans des sujets sérieux. Et c'est un peu aussi également pour répondre à votre question, c'est-à-dire que encore aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a des sujets de recherche qui sont plus ou moins classés, voilà, et il y a des sujets qui sont déclassés. Et dès qu'on parle de sujets de recherche qui sont considérés comme populaires, c'est comme s'ils étaient déclassés. Et typiquement, je pense que Mylène Farmer, ou tout ce qui pourrait s'approcher d'une sociologie de chanteurs populaires, souffre en tout cas finalement d'une forme de stigmatisation, quoi. Oui. D'ailleurs, au sein de l'université, on a peu de recherches sur les chanteurs et les chanteuses. On a beaucoup de recherches dans tout ce qui relève de la pop culture, sur les séries, sur les films, mais on voit qu'il y a quelque chose de noble déjà dans tout ce qui renvoie à l'analyse filmique. Et cette pop culture, elle est toujours mise de côté, à la fois dans les publications, mais aussi dans les séminaires, les colloques. C'est un peu moins vrai depuis quelques années en France. Donc on marche dans les pas quand même de chercheurs ou de chercheuses qui nous ont ouvert les portes très clairement dans la jonction entre l'analyse de la pop culture et puis sa consommation, puisque nous sommes nous-mêmes fans. Et puis ce qui nous a aussi aidé, c'est de constater qu'il y avait eu beaucoup de livres sur Mylène, des biographies, beaucoup de livres de photos, de fanzines. Et dans cette multiplication des supports, on s'est dit pourquoi pas nous. Moi, c'est une question aussi que je me suis posée à la lecture, vous en parlez un peu dans l'introduction, sur la réception du livre. On a reçu, je l'ai dit en introduction, on reçoit beaucoup d'universitaires, etc. Et de temps en temps, je me dis c'est un milieu un petit peu fermé. Et faire un livre qui s'appelle Sociologie de Mylène Farmer, est-ce que ça a été bien accueilli dans le milieu universitaire ou est-ce que c'est bon, les portes sont ouvertes, quoi? On peut parler de la pop culture sans forcément être mal vu, entre guillemets. Alors oui et non. C'est-à-dire que, bon, si je devais faire une réponse rapide, clairement, on ne peut pas dire que nos collègues, les universités nous aient fait un accueil chaleureux ou en tout cas appuyé ou accentué là-dessus. En revanche, on s'aperçoit que chez les doctorants ou chez les jeunes docteurs, on a toute maintenant une nouvelle génération aussi de chercheurs qui arrivent, qui sont, on va dire, dans des rapports plus décomplexés avec des recherches plus populaires. Et Arnaud me partageait que pas plus tard que cette semaine, je crois, lundi, il y avait une lecture à la Sorbonne entre docteurs et jeunes et doctorants de notre ouvrage.
De même, on a été invité par Mélanie Bourda, qui est elle-même chercheuse justement sur les Femme Studies. On a été invité dans son séminaire avec des jeunes doctorants. Donc on voit que ça prend du côté de nouvelle génération, tout en même temps qu'on ne peut pas dire qu'il y a eu un élan de la part de tout le monde, pour le dire comme ça. On a plus souvent été cité dans Télémagazine que Oui. dans la revue française de sociologie. Ce qui n'a peut-être pas aidé à construire une légitimité de l'objet de recherche. C'est vrai, et en même temps, je ne sais pas combien de sociologues ou des chercheurs peuvent se targuer d'être cités dans Télé 7 jours. On en est très très fiers. Et on en est très fiers, parce qu'après tout, notre métier, c'est quand même de partager ce qu'on fait. On travaille après tout pour la fonction publique, et donc c'est de partager quand même nos recherches. Et c'est super aussi que ça arrive à quitter le lieu des colloques, des congrès, des choses qui sont enfermées dans des entre-soi. Et c'est super qu'on ça arrive à traverser les ondes, comme chez vous aujourd'hui, ou justement aussi des journaux populaires. Tant mieux. Mais c'est la leçon, moi, que je retiens de ça et de tous les universitaires que j'ai rencontrés, c'est que les portes s'ouvrent, entre guillemets. Il y a une nouvelle génération qui ne prend plus de haut, qui ne méprise pas, qui ne méprise pas, point. C'est ça. Oui, alors, non, mais cette question de la nouvelle génération, elle est importante. D'abord, elle est importante parce que ça démultiplie les sujets. Donc, Mylène Farmer, entre autres, mais tout plein de sujets qui, jusque-là, pouvaient apparaître comme non dignes d'être traités. Ça ne veut pas dire qu'ils sont défendus ardemment, hein, mais en tout cas, ils commencent à trouver leur place. Et puis, c'est important, cette question générationnelle, parce que c'est aussi une question de position. L'abstraction, la distance avec son objet d'étude. Aujourd'hui, on rediscute ça et on s'en rend compte, notamment anthropologiquement, parce que s'il y a bien une science qui nous a appris ça, c'est l'anthropologie. Pour avoir une porte d'entrée avec sa population, avec son sujet, la côtoyer déjà un peu, c'est très facilitateur. Et donc, être déjà fan de Mylène, ça nous a permis d'avoir de nombreuses réponses, de nombreux entretiens, notamment lorsqu'il s'agissait de toucher des éléments intimes, privés, de l'ordre des souvenirs, des émotions de ces fans qui nous ont quand même partagé, on en parlera peut-être, des moments de leur vie qu'ils n'auraient peut-être pas partagés s'il n'y avait pas eu un livre sur Mylène Farmer. Pardon. Non, pour aller dans ton sens, on a des méthodes de recherche maintenant aussi, comme les parcours de vie, les récits de vie, où on sait maintenant travailler l'objectivation du récit. On peut partir du subjectif, et on sait malgré tout avec des cadres maintenant. Or, ces méthodes qui étaient autrefois, on va dire, un peu satellitaires et secondaires, aujourd'hui sont réinvesties et deviennent plus légitimes. Donc, on a aussi tout un système de méthodologie qui permettent, même à partir d'une subjectivité, être fan, de pouvoir encadrer et rendre ça scientifique. Je vais rebondir sur 2 points, peut-être même 3. On va en parler, oui, des témoignages. Je tease un peu parce que moi j'ai vu qu'il y avait un point commun sur tous les témoignages. On verra si vous pensez au même ou si vous l'avez vu ou pas du tout, ou si je délire peut-être. Mais moi j'ai vu un point commun dans tous les témoignages qui parsèment le livre. La question, j'ai insisté un petit peu dans cette partie sur l'accueil universitaire, parce que j'ai eu l'impression qu'en sous-entendu, c'était ce que vous disiez dans l'introduction, vous citez, je vais vous citer moi plutôt, au fond la question qui semble se poser est la suivante: tous les sujets peuvent-ils devenir des sujets de recherche? Certains ne sont-ils pas trop restreints pour être signifiants? D'autres ne sont-ils pas trop proches du chercheur ou de la chercheuse qui souhaite les étudier? Voir l'espace, rêver d'un ailleurs, recommence dans un monde meilleur. Le ciel profond où je plonge, amas d'étoiles, un songe. C'était moi pour nos rêves, mettre les voiles. Le jour se lève, on se prépare.
constellation dans un monde sans retour. C'était moi pour nos rêves, mettre les voiles. Le jour se lève, on se prépare au voyage pour les airs interstellaires. C'était moi pour nos rêves, mettre les voiles. Le jour se lève, on se prépare au voyage pour les airs interstellaires. C'était moi pour nos rêves, mettre les voiles. Le jour se lève, on se prépare au voyage pour les airs interstellaires. Vous avez parlé justement de la méthodologie, vous avez parlé de questionnaires, vous êtes passé donc par des questionnaires, réseaux sociaux, vous êtes même en direct, entre guillemets, lors d'un concert de Mylène, vous avez posé des questions aux fans présents. La méthodologie au niveau de ce que j'appelle moi la cuisine de l'écriture, vous êtes toujours dit que vous alliez passer par des questionnaires, vous aviez d'autres choix. Pourquoi vous avez choisi cette voie du questionnaire? D'abord parce que, alors, je prends une petite, enfin voilà, pour expliquer aussi un peu le contexte. D'abord, Arnaud et moi, on a l'habitude de travailler ensemble. Et on se complète plutôt assez bien dans nos recherches. Je suis plutôt, donc je disais, sur de l'analyse visuelle, de documents, de situations, quand Arnaud, en tant que sociologue, a des approches par l'enquête, les entretiens et effectivement les questionnaires. Donc on a l'habitude de travailler comme ça, et ce sont nos méthodes d'action pour mener nos recherches. Et finalement, si c'est un sujet comme n'importe quel autre sujet, il est traité également avec les mêmes méthodologies qui sont évidemment pertinentes. On ne va pas appliquer une méthode qui ne marche pas là-dessus. Mais à partir de là, en fait, on a déroulé avec Mylène Farmer les mêmes méthodes de recherche qu'on a l'habitude d'appliquer. On aurait pu travailler en santé, on l'a déjà fait avec Arnaud. On a travaillé sur des sujets très différents. Arnaud le disait, les discriminations, la santé, moi sur les personnes obèses, cette fois-ci Mylène Farmer. Mais en fait, qu'importe le sujet, l'approche, la méthode et nos expertises, c'est les mêmes qui sont sollicités, quoi. Il y a ça, c'est-à-dire que il n'y a pas de raison que Mylène soit à ce point exceptionnelle qu'on invente une méthode pour elle. Encore que. C'est vrai qu'on pourrait y réfléchir. Et puis, il y a un enjeu dans toute recherche qui se veut un tantinet scientifique, c'est l'enjeu de la comparaison. Et donc pour comparer, il faut les mêmes méthodes. Si on n'a pas les mêmes méthodes, on ne peut pas comparer. Alors, bien sûr, avec des entretiens, on a pu comparer avec d'autres types de fans, d'autres artistes, avec l'analyse des productions à la fois visuelles, culturelles, qu'elles soient scéniques ou clipiques de Mylène Farmer. On a pu comparer avec d'autres artistes, on a pu comparer aussi des chiffres de vente, des choses comme ça. Il y a un élément qu'on n'a pas pu comparer, ou très difficilement, c'est le profil des fans. On en parlera peut-être, mais du côté des fan studies, en France particulièrement, il n'y a pas ou très peu d'analyses quantitatives. Soit ce sont des analyses quantitatives sur des corpus de textes, donc c'est de la quantification de textes sur les réseaux sociaux par exemple, des occurrences de mots, des choses comme ça, ou bien ce sont des calculs faits sur des fanzines ou des lettres de fans. Mais sur la population, une sorte de sociologie, de portrait sociologique des fans, on n'avait pas de méthode. Donc on a, c'est vrai, lancé un questionnaire en se disant qu'il pouvait aussi ne pas fonctionner.
Il s'avère qu'il a fonctionné, et il a à ce point bien fonctionné qu'on réitère l'expérience avec maintenant Taylor Swift. L'objet ici est de se poser une question assez basique. Quand on parle d'une artiste, c'est quoi son public? Ben jusque-là, on ne savait pas. Sinon, peut-être, à croire les on-dit, les qu'en dira-t-on, les profils types vus par les médias, et ce qu'on a pu voir, c'est que c'était bien plus complexe que ça. Ok, super. Merci. Et du coup, pourquoi ça a été quoi le déclic pour écrire, pour écrire ce livre? Comment vous en êtes venu qui a décidé, qui a entraîné l'autre? Alors, c'est lui, tout est de sa faute. Alors, comme Marielle travaille sur le non-verbal et que les auditeurs et les auditrices ne le verront pas, bien sûr, on vient de se regarder avec Marielle en souriant. Non, mais d'abord, il y a des envies de travailler ensemble, clairement. Et puis, c'est vrai que c'était Arnaud, c'était il y a 2 ans à peu près. On était en train de travailler sur un autre ouvrage ensemble. Et Arnaud me parle de la tournée de Mylène Farmer, qu'il va y assister. Et j'ai toujours su que qu'il était fan. Et quand il m'a dit ça ne dirait pas qu'on écrive un livre là-dessus, je me dis, c'est super parce qu'en fait, ça répond à plusieurs choses. D'abord, ça répond à une envie de travailler évidemment avec Arnaud, et puis ça a répondu pour moi aussi bien une histoire d'amitié, quoi. Quand vous avez un ami qui est passionné par quelque chose, c'est quand même bien de pouvoir le suivre, de comprendre d'où ça vient. Et donc je suis rentrée avec moi pour le coup en regard naïf, alors que lui avait un regard d'expert, on va dire, en tant que fan là-dessus. Et en fait, je trouve que c'était bien de croiser aussi les deux regards. Voilà, d'être une fan, être fan de la première heure comme peut l'être Arnaud, et puis être bon, finalement, je me suis laissée évidemment prise en relais, je ne sais pas comment le dire là-dedans, et c'était super de découvrir, voilà. Et finalement, d'avoir un fan de long terme, et puis une nouvelle fan qui découvre. Parce que pour le coup, les moments de vie où on s'est vécu, ce ne sont pas les mêmes, et ça ne résonne pas de la même façon. Voilà, chez Arnaud, et on le voit dans le profil des personnes interrogées, certains, ça remonte à l'adolescence, ça les a suivis, ça les a construits toute leur vie, et puis d'autres, c'était quelque chose qui est apparu un peu plus tard. Donc c'est intéressant de voir que, quel que soit le moment, à un moment donné, ça a fait déclic. J'ai une journaliste qui me racontait, après en off, à quel point elle était allée au concert, et que là, tout d'un coup, au concert, elle a eu ce que Freud appellerait le sentiment océanique. C'est-à-dire cette espèce de vague qui vous emporte en vous disant oh, mais enfin voilà quoi, comment quelqu'un peut arriver à produire un tel élan, quoi, une telle force, etc. Et qui pour le coup me disait j'ai basculé dans son univers quand je suis allée la voir en concert. Alors certains c'est en allant au concert, d'autres nous disent que c'est en écoutant les textes, qui trouvent d'ailleurs que c'est plus une poétesse, enfin, qui aime d'abord sa poésie avant d'aimer peut-être plus la musique, qui sont d'abord sensibles à ça. Donc d'une manière ou d'une autre, on s'aperçoit qu'il y a plein de façons de rentrer dans l'univers de Mylène Farmer, et que voilà, ça correspond à des moments de vie, et ça vient faire des clics à ce moment-là. Elle a tout dit. Parfait. Et est-ce que vous avez eu peur du livre de fan? C'est une question qu'on s'est posée. Ouais. Alors, c'est une question qu'on s'est posée. D'abord, c'est une question qu'on nous a posée. En disant bon, Arnaud, t'es gentil, mais tu vas forcément dire que c'est la plus grande chanteuse, la meilleure chanteuse, qu'il n'y a qu'elle, que toutes les personnes qui n'aiment pas Mylène Farmer mériteraient d'être brûlées vifs. Ce que je pense, évidemment. Donc, Marielle était mon garde-fou à cet égard. Et Marielle elle-même me disait écoute, moi, j'ai pas envie de faire l'éloge de Mylène Farmer. J'ai pas envie de faire un livre de biographie sur Mylène Farmer. C'est pas ça notre travail. Donc, on n'est pas ni des biographes, ni des romanciers. On n'est pas payé par la maison de disques de Mylène Farmer pour le faire. Donc, on n'avait pas d'intérêt intellectuel à le faire. Donc, nos craintes se sont très vite dissipées. Je t'ai soumis quelques analyses qui t'ont pas semblé non plus débordantes d'émotions. On a très vite confronté les entretiens avec les statistiques avec la revue de la littérature. Et donc ça a fait, c'est vrai, assez retomber le livre du côté de quelque chose de descriptif, de rationnel, d'une tentative d'objectivation qui nous a prémunis, je crois, du dérapage d'un livre de fan qui ne serait que dithyrambique. Mais, ouais, et puis pour compléter,
Je crois que dès le départ, quand même, on a eu ce souci. D'abord, il y avait une vraie bienveillance de notre part, et ça, c'est important quand même de le dire. Il y avait vraiment moi je dirais, ce souci aussi pareil, de déconstruire qu'est-ce que c'est que d'être fan. On imagine toujours que le fan, on a cette espèce de stéréotype, comme on avait pu le voir avec la Bruelle Mania, rappelez-vous, de personnes hystériques qui hurlent, qui crient, qui tombent dans les pommes, etc. Et c'est un cliché qui a quand même la peau dure et qui se poursuit, et qui font passer les gens qui sont fans pour des gens absolument pas sérieux, complètement, qui seraient que dans un rapport totalement irrationnel avec l'objet de leur passion. Voilà. Et, et on avait vraiment ce souci, au contraire, en s'intéressant à l'univers de Mylène Farmer, de s'intéresser vraiment aussi, enfin quand on vous disait parler des profils des fans, c'était vraiment comprendre qui c'est, déconstruire cette image, complètement, voilà, enfin voilà, quand même erronée, il faut le dire. On a pu voir qu'il y avait beaucoup de pratiques, de créativité derrière, au contraire, ils étaient capables d'expliquer que ils étaient capables d'être critiques, de dire qu'ils ont préféré un album à un autre, qu'à un moment donné ils ont un peu lâché et qu'ils y sont revenus. Enfin, il n'y a pas du tout, enfin forcément il y a toute une distanciation, et c'est étonnant de voir comment au contraire dans notre société on fait durer ça. Et là je me demande, enfin moi c'est une question un peu naïve peut-être, mais que je me pose encore, c'est est-ce que là encore, est-ce qu'être fan c'est pas une affaire de classe populaire? Et donc, pour une fois, est-ce qu'encore une fois, on ne retrouverait pas un stigmate de la classe populaire qui serait une classe irrationnelle finalement, hein, qui ne serait pas dans une capacité d'être dans un rapport, voilà, je le redis, créatif, fin, avec les choses qu'ils aiment. Voilà. Pas plus tard qu'aujourd'hui, tu faisais voilà, un interview sur les drag queens, et on voyait qu'il y avait un détournement pareil de culture populaire. Et voilà, les questions se posent, c'est pourquoi à un moment donné elles prennent et il y a d'autres moments elles prennent pas, quoi. D'ailleurs, dans le livre, on a posé cette question de la classe sociale des fans. Et c'est assez croustillant de se rendre compte qu'on pose un questionnaire à destination des fans intitulé « Vous êtes fan de Mylène Farmer ?» Répondent des cadres qui se disent massivement non fans, alors qu'ils répondent à un questionnaire à destination des fans. Alors que d'autres catégories sociales non cadres, ouvriers, employés, professions intermédiaires, disent « Bah oui, je suis fan, puisque je réponds à un questionnaire sur les fans. » Donc il y a forcément un enjeu de classe, alors qu'on connaît par ailleurs, d'autres exemples de la pop culture nous l'ont montré, mais c'était devenu statistiquement probant. Voilà, et c'est ça qui était quand même très intéressant. Là, on le voit, c'est les concerts de Mylène Farmer ce week-end au Stade de France, et puis mardi, on y va avec Marielle. Et ce que font les médias, c'est qu'ils vont faire un zoom sur les fans qui campent devant le stade. Et donc, d'emblée, c'est irrationnel, c'est fou. Alors qu'en fait, Marielle me disait, mais ce qu'ils font, ces gens, c'est qu'ils doivent communiquer toute l'année entre eux sur des réseaux. C'est la première fois, ou une des rares fois où ils peuvent se voir. C'est génial. Ils peuvent construire des amitiés, construire des solidarités, vivre quelque chose d'une pratique. Le premier rang. Alors c'est aussi l'endroit où on montre des photos à Mylène, où on lance des peluches sur la scène, où on fait les chorégraphies, où les groupes se rassemblent. Il y a de l'entre-soi. Bon. Médiatiquement, on va retenir que l'image, bien sûr, des fans enchaînés qui vont rester une semaine devant le Stade de France. Il y en a peut-être 20, 30 dans un Stade de France qui comprend 80 000 personnes. On voit bien que là, on est sur une généralisation qui est abusive, bref, une caricature. Ok. Ouais. Et puis aussi, ça coûte cher de se déplacer à Paris, ça coûte cher de prendre un hôtel pour une nuit, prendre une place, etc. C'est une manière de faire durer le concert plus longtemps. Quand votre concert il a commencé 2 jours ou 3 jours avant et que vous êtes avec des gens dont vous savez qu'ils sont aussi fans que vous, et vous allez pouvoir partager enfin avec des personnes qui vont vous comprendre, et si vous en parlez pendant 8 heures, qui vont vous suivre, enfin voilà, qui vont partager ça. Enfin, on peut quand même comprendre qu'il n'y a rien d'irrationnel finalement à faire perdurer un moment alors qu'on ne sait pas quand est-ce qu'elle reviendra, que c'est toujours très aléatoire, qu'on a toujours l'impression que c'est le dernier concert, qu'il n'y en aura peut-être plus, etc. Je vais essayer de résumer un petit peu ce que vous avez dit. Donc pour vous, les CSP ne peuvent pas être fans. En tout cas, ils ont honte à dire qu'ils sont fans. Alors, les catégories socio-professionnelles Les CSP+. supérieures, Les CSP+. donc ce qu'on appelle supérieur, donc voilà, c'est un classement. On parle plus ici de salaire que de supériorité voilà, intellectuelle et sociale. Ont du mal à dire qu'ils sont fans pour les raisons que vient d'évoquer Marielle. Oui. D'accord. Et
être fan, c'est forcément être irrationnel et donc être ridicule. Et c'est contre ce cliché que vous avez voulu chercher enfin le profil des fans. C'est bien ça? Tout à fait, ouais. Déconstruire une fois de plus. Vous voyez, entre Arnaud qui travaille sur des discriminations, moi sur des stigmates, des fragilités, etc., eh bien finalement, les fans n'échappent pas à ça. Et donc c'était l'occasion de mettre notre expertise au chevet de personnes qui sont tout le temps caricaturées. Ouais. Suis morte, le clou fermé la porte. I've been crawling dans le noir des chrysanthèmes, et moi je spline en dessous. Nos rimes me rengainent, allongées à perdre haleine, and all kinds of désir de vous. Oh my love, à jamais entre nous, out of sight, I've been dreaming of you. Je laisse mon corps tout en dessous, je laisse mon corps se fondre en vous. Je laisse mon corps tout en dessous, je laisse mon corps se fondre en vous. I've been crawling, et pour l'âme j'ai de la peine, mais là je spline en dessous. Nos lines de dessert, c'est la 16 à plein régime, and all kinds of désir de tout. Oh my love, à jamais entre nous, out of sight, I've been dreaming of you. Je laisse mon corps tout en dessous, je laisse mon corps se fondre en vous. Je laisse mon corps tout en dessous, je laisse mon corps se fondre en vous. Le clou fermé la porte. La vie comme un conte, ce qui importe, ce n'est pas sa longueur, mais c'est sa valeur. Oh my love, à jamais entre nous, out of sight, I've been dreaming of you. Je laisse mon corps tout en dessous, je laisse mon corps se fondre en vous. Je laisse mon corps tout en dessous, je laisse mon corps se fondre en vous. Je n'ai plus rien à faire, suis à jamais sous terre. Je n'ai plus rien à faire, suis à jamais sous terre. Alors, votre livre, donc Sociologie de Mylène Farmer, j'ai l'impression que vous partez du postulat, qui est le suivant, c'est que Mylène Farmer traverse les décennies et elle est le témoin des révolutions sociales, donc la lutte contre le VIH, le mariage pour tous, etc., et que ça se retranscrit un peu dans ses textes et dans sa musique. Pour moi, c'est plutôt l'interprétation qu'on met dans ces textes qui parle de notre vie à nous, et on la relie. Et moi, je vois une distinction entre ces deux. Je ne suis pas d'accord avec votre postulat, mais je suis d'accord avec le fait que l'interprétation des textes par le fan ou non-fan fait toute de la relation qu'on peut avoir avec l'artiste. Donc du coup, est-ce que j'ai bien compris? Est-ce que vous êtes d'accord ou pas? Et j'ai une deuxième question.
en complément. C'est-à-dire que, alors pour ceux qui auront le livre, qui achèteront le livre, et je vous le conseille, on mettra les liens sur les réseaux sociaux, etc. Allez voir à la page 17, il y a une définition d'un sociologue, vous me corrigerez si je me trompe, c'est Peter Sensdy, je ne sais pas si je le prononce bien, et donc il dit ces hymnes intimes qui semblent avoir une fonction de ralliement du sujet à soi, à lui-même en tant qu'unique et singulier, ces intimes, alors ça s'écrit INTHIMNES, sont aussi en même temps des clichés, ce qu'il y a de plus banal sur le marché des marchandises musicales, ce qu'il y a de plus interchangeable dans la circulation des échanges, bref, ces tubes qui nous ressemblent et qui nous rassemblent tant, qu'ils se ressemblent tous. Alors pour moi, ça apporte de l'eau à mon moulin. C'est-à-dire qu'on fait nous-mêmes notre propre relation en interprétant les chansons et les musiques. Et du coup, je me tais. Qu'est-ce que vous en pensez? Et est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus en subsidiaire, question subsidiaire, sur cette notion, sur ce concept-là d'intime, intime avec THY. Donc d'intime. Intime, merci, ouais. Ce sont des hymnes intimes. Voilà. Donc c'est comme ça qu'on voit bien l'interpénétration entre ce qui est de l'ordre. Et d'ailleurs, on le dit souvent, c'est de la pop culture, c'est léger, tout le monde danse dessus, c'est écouté par 3 milliards de personnes sur Spotify, même si Mylène Farmer n'est pas écoutée par 3 millions de personnes sur Spotify. Au demeurant, ça parle à tout le monde, en général, souvent à une classe d'âge, et à des espaces géographiques sur le globe, il ne faut pas non plus trop universaliser tout ça. Et on y investit tous une charge de souvenirs émotionnels, relationnels. Enfin bref, on bricole entre quelque chose de excessivement partagé, un stade de France à 80 000 personnes, et puis une relation singulière. Donc oui, Mylène Farmer, elle dit quelque chose des révolutions sociales. Alors je n'irai pas jusque-là, je dirais qu'elle dit quelque chose de certaines transformations sociales, pas toutes. Elle n'a pas quand même évoqué toutes les relations sociales, toutes les transformations sociales, pardon. Mais ce serait un peu réducteur de dire que tout se joue uniquement dans la relation que les fans ont à l'artiste, car objectivement, l'artiste est inscrit dans des transformations sociales, telles que l'acceptation de la capote, telles que la lutte pour la visibilité, pour la reconnaissance, la déstigmatisation des porteurs du VIH-Sida, ou bien pour le mariage pour tous, même si elle l'a fait timidement. Je crois que ce serait injuste de dire que au moins sur ces deux points, Mylène Farmer n'a rien fait. Et que tout ça n'est qu'une affaire de subjectivité et de relation. Objectivement, elle a produit plein de choses. Des capotes, des pétitions signées, des t-shirts pour Act Up. Voilà, donc il y a des objets qui matérialisent son engagement, et je pense que ça, on peut objectivement le dire. Oui, et puis je pense que c'est une adhésion ou un désir à échelle variable. Un peu ce que vous disiez, c'est-à-dire que il y a quelque chose qui se partage, et dans la notion d'intime, c'est ça aussi, il y a quelque chose qui parfois se partage au-delà de la chanson. Et au final, peut-être que la chanson, on s'en fiche. Je pense à cet été avec les Jeux Olympiques Dans les yeux d'Émilie, et avec le rugby, qui était une chanson un peu désuète, et dont j'ai entendu ma gamine de 15 ans la chanter. Enfin voilà, je pense pas qu'elle serait arrivée sur ce chanteur-là en particulier à le chanter, mais pris dans l'engouement, dans ce sentiment partagé, dans cette collectivité, eh bien, c'est une chanson qu'elle a chantée comme tout le monde cet été. Donc parfois, il y a quelque chose qui dépasse la chanson elle-même. Et c'est ça qui fait intime. Et là, qui fait lien. Et c'est en ça que... Enfin, moi, ça me permet aussi de reboucler avec notre sujet. C'est là aussi qu'on ne peut pas nier la dimension sociologique, le vecteur social que peut avoir une création, une production culturelle. Que ce soit un film, que ce soit ici une musique ou une autre. Parfois, ça dépasse même la question d'aimer ou de ne pas aimer. Elle devient un vecteur émotionnel que les gens partagent et se réapproprient. D'accord. Donc, si je comprends bien, et pour rectifier ce que j'ai dit, j'ai fait l'erreur de mélanger les deux notions. Vous n'avez fait aucune erreur. Alors là, c'est pas moi qui l'ai dit. Dans l'interprétation, il y a deux niveaux en fait. Il y a l'intime, ouais. Ce qu'on met nous, ce qu'on projette, et à côté l'engagement concret, accompagné de l'artiste. Les choses sont plus poreuses qu'elles ne sont dissociées. Voilà, c'est plutôt ça l'idée. Ouais. Et c'est lié. Tout est lié. Parfait. Merci.
Ce que j'ai compris moi aussi du livre, c'est qu'on ne peut pas étudier Mylène Farmer. Alors là, on a eu de multiples exemples depuis le début de l'entretien. On ne peut pas l'étudier sans étudier aussi la création des fans, que ce soit les remixes, les fan art, les fanzines, etc. Est-ce que ça vient pour vous du fait que c'est lié uniquement à Mylène Farmer parce qu'elle parle peu, ou c'est pour que si c'est pour Madonna ou c'est pour les autres, ça marche pareil, il faut à tout prix intégrer dans son étude ce que font les fans? Alors pareil, ce que les études sur les fans montrent, c'est qu'il y a des pratiques qui dépassent généralement voilà, l'artiste elle-même, et il y a tout un univers corollaire à l'artiste qui se développe autour et qui vit de manière quasiment autonome ou parallèle à l'artiste, entre fans, avec des productions voilà, artistiques entre eux, et voilà, qui se partagent, qui s'échangent. Et ça, c'est vrai pour les chanteurs, enfin, ou les chanteuses, pardon, mais c'est vrai aussi pour les séries. Star Wars, on sait bien que les fans de Star Wars réinventent les fins, ne font pas mourir pas de malin, inventent autre chose, écrivent, font des fanzines, enfin voilà, des vidéos, etc. Donc c'est quelque chose de très connu, et d'ailleurs les maisons de production s'appuient dessus. Nombre de fois maintenant, Netflix sort un épisode test, vérifie la réaction d'abord des fans et comment ça va être pris, et modifie le scénario en fonction des retours qu'ils ont. Donc il y a tout un jeu aussi d'aller-retour entre les fans et l'artiste et la maison de production, et ça s'est passé également avec Mylène Farmer, non pas tant sur ce qu'elle a pu produire, évidemment, en termes de chansons, etc., mais parfois des manques de positionnement qu'elle a eu, notamment sur le mariage pour tous, etc., et quand même, à un moment donné, un retour d'un public, de fans qui la soutiennent depuis des années et qui attendent d'elle quand même qu'elle se positionne et qu'elle dise quelque chose, sans compter que son public est quand même en partie composé de populations LGBT. Et ça, c'est la première chose. Et j'ai perdu mon fil, c'est mon tour. Non, mais cette relation entre ce que l'industrie musicale demande aux fans d'être, et puisque les fans font de ça, c'est forcément des effets d'ajout, de disparition. D'abord, ce qui disparaît encore peut-être plus aujourd'hui qu'hier, c'est la passivité des fans. Ce ne sont pas simplement des récepteurs, ce ne sont pas simplement des consommateurs. Et puis ce qui s'ajoute, c'est la multiplication des supports de créativité. Avant, il y avait des fanzines ou des radios, peut-être. Aujourd'hui, on voit une démultiplication des supports, notamment avec les réseaux sociaux. Et donc, toute cette créativité, fatalement, elle inspire à la fois les producteurs, les tourneurs, les managers et peut-être même l'artiste. Quelques exemples, il y a eu une page dans Libération pour l'anniversaire de Mylène Farmer. Un autre groupe de fans a voulu se cotiser pour qu'il y ait une même page dans Le Figaro. Vous imaginez bien qu'avec des populations LGBT qui sont fans de Mylène Farmer, eh bien, la cagnotte pour Le Figaro n'a pas décollé. On ne souhaite pas bon anniversaire à Mylène Farmer dans Le Figaro. Pas dans un journal qui a été contre le mariage pour tous. Autre exemple, son dernier album de remix comprend un remix créé par un fan, et pas n'importe lequel. Le remix le plus plébiscité par les fans sur un non-single qui plus est. C'est quelque chose qui n'est même pas commercial, puisque ça ne passera pas en radio, ça ne passera pas en télé, ça ne passera pas en club, donc c'est pas ça qui va rapporter de l'argent. Ou bien la couverture de Monkey Me, qui est réalisée par un fan. Donc il y a des va-et-vient, à tel point que l'artiste elle-même va piocher dans ce que les fans préfèrent, voire même serait prête à retirer un hypothétique single lorsqu'il y a une levée de bouclier des fans contre un single. On peut penser à Bimi, par exemple, dans son album de Best Of en 2011. Et là, on se dit qu'il y a une oreille tendue dans ce que les fans commentent, disent, font, réceptionnent de l'œuvre de l'artiste. On ne peut donc pas analyser l'un sans l'autre. Il y a ça, et puis pour répondre à la seconde partie de votre question, ça y est, ça m'est revenu. Effectivement, il y a quelque chose aussi qui est lié, alors on le redit, donc ces échanges, ces interactions qui entre l'artiste ou sa maison de production et les fans, c'est quelque chose qu'on peut repérer sur d'autres productions culturelles. Mais effectivement, avec Mylène Farmer, il y avait également cette particularité de la manière dont elle travaille son absence. Et on sait que chaque fois qu'elle finit une tournée, il y a quelque chose en suspens. Elle a toujours dit que quand elle n'aurait plus rien à dire, elle s'arrêterait. Et
ça fait 40 ans que tout le monde vit avec cette crainte. À quand va-t-elle décider qu'elle n'a plus rien à dire? Et d'ailleurs... L'angoisse. L'angoisse. Et d'ailleurs, alors d'abord, on le prendra comme on voudra, mais je trouve qu'il y a une forme de sincérité de sa part à réfléchir ça. Et ça donne parfois des longues absences. Je pense qu'effectivement, quand elle est absente pendant 6 ans, c'est quoi la plus Le maximum, ça a été 6 ans, entre 2 albums. Ouais. 6 ans, eh bien, c'est qu'elle n'avait rien à dire, ou pas assez, pour revenir avec quelque chose de construit. Et il faut bien l'alimenter, cette absence. Donc cette absence devient également un creuset, finalement, de création et de créativité pour les fans, et pour continuer à faire vivre de manière autonome et indépendamment de l'artiste, quelque chose de ce lien qui ne dépend plus de l'artiste, et qui continue à vivre entre eux, entre elles, sur les forums, sur tous les outils qui existent aujourd'hui, et qui permet de poursuivre une vie ou des trajectoires de créativité au-delà de l'artiste. Moi, je vois un paradoxe. Donc, vous venez de dire qu'il y a une écoute de l'artiste et de son staff, entre guillemets. Vous venez de dire qu'il y a une absence, etc. Mais je trouve que aussi, ça joue aussi de cette absence-là. Et vous le racontez dans votre témoignage d'un concert. Je l'ai mis de côté parce que je trouve que c'est quelque chose qui ne m'avait pas qui m'avait pas frappé. Alors j'en avais conscience, mais je ne l'avais pas formulé. Et vous écrivez des entrées en scène qui sont des apparitions, des sorties de scène qui sont des adieux, des disparitions, voire des évaporations au milieu des flammes, parmi les étoiles dans la fumée. Mylène finit toujours par disparaître, sans un au revoir. L'ombre menaçante de la fin de carrière, de l'abandon n'est jamais loin, et tous les fans la redoutent. Je trouve que c'est en lien avec ce que vous venez de dire, et dans cette disparition, il y a quand même une écoute. Et je trouve ça paradoxal. Alors, paradoxal, ou comme le disait Marielle, très sincère, parce qu'elle a toujours dit que cette médiatisation ne lui convenait pas, et elle l'a même dit lorsqu'elle était surmédiatisée ou très médiatisée. Alors surmédiatisée selon elle, bien sûr selon les fans, elle n'est jamais assez médiatisée, lorsqu'elle faisait beaucoup d'émissions télé dans les années 80 par exemple pour promouvoir ses premiers albums. À ma connaissance, il n'y a pas un seul, si ce n'est le Tour 96, il n'y a pas une seule tournée de Mylène où elle ne disparaît pas. Et alors longuement, c'est-à-dire que la disparition est mise en scène. Je crois que le summum étant été de la dernière tournée, alors pas celle qui est en cours, mais la dernière où la disparition dans les flammes et dans la fumée dure un quart d'heure. Et à chaque fois, un geste de la main, et puis le noir. Et donc, je crois que Marielle a raison lorsqu'elle dit que ça laisse les fans en suspens, dans une frustration, mais aussi dans une crainte qu'elles ne reviennent pas, mais aussi dans une excitation, parce que c'est quand même des points d'acmé du concert, ces fins de concert. Donc on explose en plein vol, et puis le temps qu'on retombe, il se passe plein de choses, on échange, on s'appelle, t'as aimé, t'as pas aimé, tu me fais un retour, t'as vu tel forum. Résultat, il se passe tellement d'interactions que c'est jamais la fin. C'est jamais la fin de l'histoire. Et puis il y a peut-être quelque chose d'atypique, enfin, j'y réfléchis en vous le disant, moi je trouve qu'il y a une grande autonomie finalement de la part des fans et autant de l'artiste, c'est-à-dire que l'artiste ne se retrouve pas attaché, comment on dit, poings et pieds liés, enfin je sais pas comment on dit, merci, à son fan club, voilà, avec une obligation justement de promotion, etc. Enfin, quel artiste peut se vanter de lancer une tournée et de ne pas avoir besoin de faire une télé, un magazine, une photo, et de remplir dans l'heure immédiatement toute la tournée. Enfin, c'est dingue. On ne connaît pas beaucoup d'artistes qui font ça. Tous sont obligés d'assurer des promotions à ne plus en finir. Je ne sais pas si on prend l'exemple de Dua Lipa pour prendre d'autres artistes populaires, mais ils sont obligés d'assurer des promotions de dingue. C'est-à-dire qu'il faut tout le temps alimenter les fans, au contraire, en présence et en visibilité. Et bien là, on a l'inverse. On a quelqu'un qui s'est détaché de ça et qui le dit « tant que j'ai rien à dire, je ne reviens pas » et qui est dans une autonomie par rapport à ça. Et on a des fans qui d'après moi, alors bien sûr, il y a de la frustration, il y a du stress, il y a de l'angoisse, il y a des questions, etc. Mais qui sont aussi autonomes là-dedans. C'est-à-dire qu'ils savent
s'autoproduire dans leur propre création culturelle, entre eux, entre elles, etc., au-delà de l'artiste. Il y a quelque chose qui est parallèle et dont ils n'ont pas besoin. Enfin, bien entendu, ils auraient des magazines ou ils auraient des interviews où ça viendrait alimenter, mais ils n'en ont pas besoin pour continuer à développer quelque chose à côté. Et ça, je pense que quand même, je ne sais pas s'il y a beaucoup d'artistes qu'on peut citer en comparaison avec Mylène Farmer et sa relation qu'elle a avec ses fans. D'ailleurs, sur les forums, il y a très peu de critiques sur son absence. Dernier album, pas de photos. Les singles, pas de photos. Si, sur l'album, des photos retouchées par intelligence artificielle. La dernière tournée, pas de photos. Enfin, si, une photo de 1989. Donc, on pourrait quand même faire l'hypothèse que les fans en ont marre au bout d'un moment. Ils veulent quand même se mettre quelque chose sous la dent. Et puis, ça leur suffit. Ils en ont pris l'habitude, peut-être. Ils compensent. Et ils sont fans aussi de ça. Hein. Ils aiment ce mystère, cette absence. Et d'ailleurs, quand on fait un nuage de mots sur comment qualifiez-vous Mylène, eh bien, ils mettent en avant quelque chose, voilà, de l'ordre du mystère, de la distance, du secret. Et ça renvoie d'ailleurs, pour reprendre votre question précédente, ça renvoie aussi à des expériences de vie. Je n'ai pas le temps de fermer les paupières, je n'ai pas le temps, rien vu passer, je jette une bouteille à la mer, bouteille à la mer. J'aurai le temps quand ses pieds sous terre, là, je n'ai plus de temps à perdre, alors je jette une bouteille à la mer, une bouteille à la mer. Naufrage, l'odyssée sous des océans de confusion, d'effondrement, nos planètes à l'envers. Oh, sur la toile, nos corps épinglés, survivants d'un monde emporté, il n'y a plus rien à faire. Plus le temps, raviver nos sens. Plus le temps, vivre intensément. Je n'ai pas le temps de fermer les paupières, je n'ai pas le temps, rien vu passer, je jette une bouteille à la mer, bouteille à la mer. J'aurai le temps quand ses pieds sous terre, je n'ai plus de temps à perdre, alors je jette une bouteille à la mer, une bouteille à la mer. Le ciel a perdu royaume d'antan, et devant nos yeux suppliants, il gise au fond des ténèbres. Oh, voir nos âmes qu'emportent les vents, et l'égide d'un matin plus blanc, il nous faudra des rêves. Plus le temps, raviver nos sens. Plus le temps, vivre intensément. Je n'ai pas le temps de fermer les paupières, je n'ai pas le temps, rien vu passer, je jette une bouteille à la mer, bouteille à la mer. J'aurai le temps quand ses pieds sous terre, je n'ai plus le temps à perdre,
Alors, vous parlez des nuages de mots, justement. Moi, il y en a deux qui m'ont sauté aux yeux. C'est mystérieuse, vous venez d'en parler, et adolescente. Et adolescence, vous en avez parlé un peu plus tôt dans l'entretien. C'est les deux mots qui font le plus référence à Mylène Farmer. Du coup, alors moi je trouve ça touchant parce que Mylène Farmer est liée à l'adolescence et aux souvenirs qu'en ont ses fans, etc., j'imagine. Et j'avais pas autant conscience avant d'avoir lu votre livre que c'était aussi tant lié à la construction de soi. C'est quelque chose dont je n'avais pas conscience. Vous en avez conscience du coup de l'importance de la construction de soi-même de cet artiste, ou vous l'avez conceptualisé au fur et à mesure? Je ne suis pas la bonne personne pour répondre à ça. Je suis fan depuis que je suis en CM2, donc vous dire que ça n'a pas participé à ma construction, ce serait faux. Moi-même, j'ai des amis qui sont fans, moi-même, il y a des choses dans le livre qui ont fait écho à ma propre expérience. On pensait peut-être pas, mais je me trompe, Marielle, si je t'englobe peut-être trop, tu me dis, on pensait peut-être pas à ce point. Parce qu'on ne savait pas quel était le profil des fans. Mais le profil des fans, c'est 50% d'LGBT, plutôt des garçons, plutôt 40 ans, plutôt fans depuis les années 80-90, c'est-à-dire ça fait 30-40 ans qu'ils sont fans. C'est un parcours de vie. Et on aurait pu croire, comme pour plein d'artistes, qu'on est fan du dernier album, on est fan de la dernière tournée, on est fan de quelques chansons. Et pour Mylène, eh bien, il y a beaucoup de fans qui sont fans depuis toujours. Alors avec des hauts et des bas, fans différemment, fans avec des inscriptions dans les pratiques qui peuvent varier, mais fans quand même. Et je crois que c'est ce long temps qui fait que la pratique des fans, les souvenirs des fans, les récits des fans s'inscrivent dans des souvenirs d'enfance, ou en tout du moins d'adolescence. Oui, et puis il y a quelque chose de joli, je pense. L'adolescence aussi, c'est un moment donc de construction, de toute façon. De fait, c'est un moment de construction, de fragilité. Et comme l'artiste est aussi sur des moments d'oscillation, de fragilité, que pareil, c'est des choses qui ressortent, qui est dit. Tantôt, elle est considérée comme une femme puissante et en même temps fragile. Il y a des tiraillements, des paradoxes. Mais en ça, elle reflète bien sans doute aussi, une fois de plus, les parcours de vie des fans. Et quelque chose qui a été investi à l'adolescence, finalement, se perdure de ce lien toute une vie. Vous voyez, il ne disparaît pas. Elle n'est pas l'artiste dont on peut dire « Oh là là, j'écoutais ça quand j'étais jeune, etc. » Et puis, ça a passé. Non, avec cet artiste, il y a quelque chose qui a perduré de ce qui a été construit à l'époque. Et donc, est-ce que c'est tant l'artiste qu'une fois de plus que ce qui a été construit? Et on y est fidèle, finalement. On y reste fidèle toute sa vie, à l'adolescent qu'on a été. Et puis, elle la chante, l'adolescence. Oui. C'est un thème aussi récurrent chez Mylène Farmer. Alors, il n'est pas central, mais il est présent. C'est plus grandir. C'est Elle a dit, qui chante l'amour de deux adolescentes. C'est le clip de N'oublie pas, qui renvoie à l'adolescence de deux sœurs. Donc, elle la met en scène aussi, cette adolescence. On peut pas nier qu'il y a un univers autour de cette thématique. C'est donc pas complètement absurde que les fans fassent ressortir ce thème. Alors justement, vous parlez là de beaucoup de témoignages, de parcours de vie, de l'importance de l'artiste dans la vie personnelle. Vous mettez dans le livre pas mal de témoignages, et j'ai trouvé qu'il y avait un point commun entre tous les témoignages. Est-ce que vous avez vu un point commun ou pas du tout? Si oui, quel point commun vous avez vu dans tous les témoignages? Et sinon, moi je vous dis ce que j'ai trouvé, et vous me dites si c'est du délire ou pas. Alors moi, là, je veux bien donner ma langue au chat. On vous écoute, mais avec grand plaisir, quoi. D'accord. Alors moi j'ai vu le point commun entre tous les témoignages, c'est l'existence d'une communauté. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un témoignage qui dit, à un moment donné, j'ai voulu aller vers les autres, rencontrer les autres. Et quand je parle de communauté, je parle de communauté de fans, mais aussi plus large, c'est-à-dire vers le côté culturel. C'est-à-dire qu'on est allé vers des auteurs, Baudelaire, Egon Schiele, etc., grâce à l'écoute de Mylène Farmer, et grâce à ce qu'on avait entendu, lu sur les forums, ou en face à face avec d'autres fans. Cette existence de la communauté, je trouve qu'elle est probante dans chaque témoignage que vous avez publié. Ouais. D'ailleurs, on parle
de fandom, hein, donc de communauté de fans. Hein, donc le mot que vous mettez en exergue est tout sauf anodin. Bien sûr les communautés sexuelles, bien sûr les communautés de fans, bien sûr les communautés de pratique, mais aussi les communautés familiales. On a quand même d'un agriculteur qui dit qu'il est seul toute la journée sur son tracteur, qu'il est comme Mylène Farmer tout seul et qui a... Faut imaginer quand même ce que ça veut dire. Hein. Ça veut dire que si le champ doit être travaillé jusqu'à tard, eh bien c'est la vie de famille qui est touchée par ça. Or, il le raconte bien, hein, et d'ailleurs il réitère l'expérience au mois de novembre, m'a-t-il dit, c'est en famille qu'il va voir le concert de Mylène Farmer au cinéma. Donc il y a du lien qui se crée grâce à Mylène Farmer. Et d'ailleurs on a même un chapitre sur les amitiés, donc la communauté amicale. Et ça c'est très important de dire que c'est quelque chose à la fois, on a commencé d'ailleurs l'entretien par ça, de singulier, d'intime, de personnel. Et en réalité, très vite, ça devient du partage. Très vite, ça devient du partage. D'ailleurs, voilà, Marielle a commencé à dire, je voulais aussi partager l'expérience avec Arnaud en tant qu'ami. Et puis ma mère a lu le livre et elle m'a dit, en fait, j'avais l'impression de repartager avec toi les moments où, adolescente, tu écoutais Mylène Farmer dans ta chambre. Donc il y a du partage, il y a de la communauté, il y a du lien. Ce qui fait que, en fait, ce livre rempli de statistiques, il était aussi très très tendre à écrire. Il y a un moment touchant, je l'ai trouvé aussi dans le livre, c'est que j'avais pas fait là non plus le rapprochement. Vous dites que pour un ado dire qu'il est dans les années 80-90, dire qu'il aimait Mylène Farmer, c'était un peu faire le coming out sans vraiment le faire, ou à tout le moins dire que je suis pas comme vous. Il y a quelque chose de différent. J'ai trouvé ça très touchant dans le livre. Et c'est bien que vous venez de dire là, c'est un livre rempli de statistiques. Et là, ceux qui écoutent, vous entendez bien, quoi. On ne parle pas de statistiques, on parle de trucs, d'émotions et de culture. Même s'il y a des statistiques, pardon, c'est dur à dire pour moi. Dans le livre. Personne, hein, il y a 5 tableaux, hein, voilà. Mais c'est vrai que ça peut être un peu, voilà, une production... rebutoire quand même la statistique. Hein, et on commence par là. Et très vite, ça ne se suffit pas. Le chiffre ne se suffit pas. Et puis il faut montrer que la tendresse, c'est un sujet sérieux. Ouais. Et si ça vous fait peur, lâchez la peur. Quoi. Le livre, encore une fois, je vous conseille vraiment le livre. Il faut vraiment cliquer sur le lien. Cliquez sur le lien. Vous parlez aussi Mylène Farmer, icône gay. Vous dites icône gay ou icône queer. Oula, Queer. je reprends parce que... Vous parlez de Mylène Farmer, icône gay ou icône queer. Alors là, je reviens à ce que je disais du début sur les nouvelles générations. Pour moi, icône queer, c'est pour les artistes de la nouvelle génération. Ça n'existait pas quand on a démarré. Et ça n'existait pas, à moi en tout cas, dans mon adolescence. C'est toutes les questions qu'on a vues avec notamment Vincent Patignès, pour ceux qui suivent l'émission régulièrement. Ça n'existait pas à mon époque. Enfin, ça n'existait pas de cette façon-là, en tout cas. Quand j'étais adolescent. Et vous posez, vous, la question dans le livre. Pour moi, c'était tranché, avant même de lire le chapitre. Est-ce que... pourquoi vous êtes allé sur ça? C'était une vraie interrogation pour vous? Pour moi, il n'y a pas de discussion. Mais peut-être que je délire. C'est une interrogation conceptuelle. Et comme voilà, dans la recherche, on essaie de trouver le bon mot. Le lectorat aujourd'hui connaît le terme de queer, les jeunes générations qui écoutent Mylène Farmer ou pas connaissent le terme de queer, donc il s'agissait aussi de resituer Mylène Farmer dans une époque où le terme de queer n'existait pas, et puis de resituer Mylène Farmer dans une volonté artistique, puisqu'elle le dit, elle n'est plus dans la subversion qu'elle a promue dans des clips comme Libertine, ce qui est la caractéristique au fond du mouvement queer, hein, d'être subversif du point de vue du genre ou de la sexualité. Voilà, donc c'était un élément de vocabulaire, de définition, et je crois que ça fait écho aussi à une transformation de l'œuvre de Mylène Farmer. Ça dit quelque chose de l'âge, si je peux rajouter aussi, c'est-à-dire que ces fans sont quand même pas, sont des fans plutôt vieillissants, hein. Arnaud le rappelait, ils ont plutôt une quarantaine d'années, et donc je vous rejoins aussi sur ce que vous dites, le terme d'icône gay correspond effectivement à la période où s'est construit, voilà, généralement leur fan attitude avec la chanteuse, et elle s'est poursuivie, et ça dit quelque chose
aujourd'hui, ce mot queer pourrait être à la rigueur réinvesti par un jeune public, mais finalement, c'est vrai qu'il faut reconnaître aussi qu'avec Mylène Farmer, on voit bien sur les plateformes de musique, etc., y a pas, ça a moins pris, quoi. Voilà, c'est un public plus vieillissant. Donc forcément, c'est un autre vocable qui y correspond. Alors, on parlait tout à l'heure des CSP+, etc. Il y a un autre info que j'ai trouvé dans le livre qui m'a posé de questions. Je n'ai pas compris pourquoi, peut-être que vous allez m'éclairer. Vous dites que chez les ouvriers, les chansons préférées, c'est aussi des chansons récentes. Des chansons des derniers albums, l'Emprise, etc. Pourquoi Pourquoi est-ce que parce qu'on est plus fan à ce moment-là, est-ce que c'est en lien avec le fait qu'on disait tout à l'heure, les ouvriers n'ont pas de honte à dire qu'ils sont fans, donc oui, j'ai écouté les derniers albums et j'aime bien cette chanson-là, ou c'est une autre raison? Non, je crois que vous avez commencé à donner une réponse suffisante. L'idée que le dernier album est génial, qu'il faut absolument l'écouter, donne immédiatement le sentiment que le fan est irrationnel, qu'il aime tout ce que Mylène Farmer produit, et que la dernière chanson est forcément la meilleure. Donc peut-être que de ce côté-là, il y a une honte ou une gêne ou un embarras qu'ont certaines classes sociales et que n'ont pas d'autres. Ce qui est marquant, parce qu'en fait, ça ne se joue pas quand on lit la consommation d'une classe, ça se lit toujours en comparaison. Donc quand on analyse ça, c'est toujours en comparaison d'eux. Ce qui est intéressant, c'est que les cadres vont plutôt dire soit des chansons très référencées, ou plutôt avec beaucoup de références, soit des chansons qui ne sont pas sorties en single. Et donc, j'écoute pas à la radio, moi. J'écoute pas à la télé, moi. Vous comprenez, j'écoute France Culture, et sur France Culture, il n'y a pas Mylène Farmer. Donc j'écoute autre chose que des vecteurs populaires de consommation ou de diffusion, notamment musicale. Donc là je vais être bourdieusien, hein, c'est de la distinction. Donc là on a clairement des phénomènes de distinction. Ok, super. Passionnant. Ouais. Ok, nickel, merci beaucoup. C'est ce genre de choses, moi ça me passionne. Dans la série, je n'ai rien compris. Je vais vous lire une phrase. J'aimerais que vous me l'expliquiez parce que j'ai pas réussi. C'est elle. Je suis sûre que c'est moi. Alors, vous parlez donc des questionnaires. Des questionnaires que vous avez reçus. Vous faites la distinction où il y a 50% d'hommes gays, enfin de LGBT et 50% d'hétérosexuels, grosso modo. Pour les détails, achetez le livre, cliquez sur le lien. Et donc, page 67, vous écrivez « La composition très massivement gay des hommes ayant répondu à cette enquête nous incite à interpréter ces données au croisement des questions de genre et de sexualité. » J'ai pas compris au croisement de genre et de sexualité, et si c'est une réponse facile, soyez gentils. Oui, la réponse va être facile. Bien. Ça suffit pas de dire qu'on est un homme. On le voit dans les réponses, les hommes hétérosexuels ont d'abord peu répondu, et quand ils répondent de manière tout à fait caractéristique. Ils disent qu'ils aiment deux chansons, voilà, Libertine et puis Désenchanté, pour ne citer qu'elle, et puis ils disent de Mylène Farmer, alors ils disent pas qu'elle est bonne, mais qu'elle est belle. Voilà, bref, il y a une description libidinale, voilà, de Mylène Farmer. C'est pas du tout la façon dont les gays décrivent la chanteuse, donc ça suffit pas de dire qu'il y a des hommes et des femmes. Il faut aussi regarder ce qu'il en est du côté de l'orientation sexuelle autodéclarée des fans. Mais ça ne suffit pas non plus, parce qu'on a bien vu là à l'instant que les questions générationnelles se greffent. Donc c'est pour ça qu'on parle d'entrecroisement, parce que statistiquement, on couple une donnée, on en a une autre, et on essaie de voir là où il y a des variations. Et c'est pour ça qu'on a fait des tableaux à double entrée. Quelle est votre chanson préférée? Quel est votre concert préféré? Quel est votre album préféré? Et là, on voit que les hommes, les femmes, les homos et les hétéros n'ont pas tout à fait le même classement en termes de préférence. Il y a des généralités, Désenchanté par exemple, voilà, qui arrive toujours en pole position, mais il y a des nuances. Et ces nuances, elles sont plus importantes, j'ai envie de dire, que les moyennes. Parce que c'est ce qui s'écarte de la norme, c'est ce qui s'écarte de la moyenne, c'est ce qui est donc statistiquement surprenant. Puis c'est une vigilance également. Alors une vigilance scientifique, mais une fois de plus, si on ne croise pas les données, on risque de refaire des caricatures. Voilà, on pourrait dire, grosso modo, c'est ça. Et c'est pas ça l'intérêt. C'est une fois de plus de rentrer dans la nuance, dans la finesse, et de montrer que selon sa classe sociale, son âge, son genre, son identité, etc., ce qui peut toucher de l'univers de l'artiste
quelle est la chanson, voilà, forcément ça résonne différemment. Et c'est donc aussi de redonner une voix à ces publics-là. Et plutôt que d'en faire une masse anonyme et uniforme, montrer dedans au contraire, la pluralité des voix. Voilà, c'est pluriel tout ça. Voilà, on ne peut pas dire tout à fait la même chose. Et donc c'était l'idée d'essayer d'être sur des curseurs plus fins pour montrer cette différence en fait. Ok, super, merci. On apprend aussi des choses dans le livre, alors j'ai essayé de le montrer depuis le début, mais notamment au niveau anecdote, on apprend que lors du premier single, Mylène Farmer avait envoyé un outil promotionnel très particulier. J'en dirai pas plus parce que c'est un teaser pour vous faire acheter le livre, mais je trouve que ça montre aussi ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est une porte ouverte vers la culture et une autre culture. Et je trouve cette anecdote, dès le début de sa carrière, il y avait ce souci-là. Pardon, j'ai bugué. Pour ceux qui achèteront le livre, c'est page 39. Ok, donc on va terminer. Merci encore d'avoir accepté l'invitation. Avant de terminer, je vais vous demander ce qu'on demande souvent à nos invités. Dans le livre, vous parlez d'autres livres ayant un rapport avec Mylène Farmer. Est-ce que si vous devez en conseiller un, lequel vous conseillerez ? Ce mois-ci, il y a un livre de fan qui sort, un fan qui a fait un podcast qui s'intitule Histoire 2. Il travaille sur les scènes de Mylène Farmer et il montre tous les détails de toutes les scènes de Mylène Farmer, ses hésitations, ses échanges avec le public. Bref, on est sur une loupe microscopique des interactions et des façons qu'a Mylène Farmer d'investir la scène. C'est très innovant, donc ça vraiment je le conseille. Super, c'était un très bon podcast aussi par ailleurs. C'est noté, merci. Une autre question, est-ce que vous, alors on la pose régulièrement aussi, est-ce que vous voulez conseiller une œuvre que vous aimez particulièrement et que vous voulez faire partager ? Ça peut ne pas avoir de rapport avec Mylène Farmer et ça peut être tout type d'œuvre. Un livre, un film, une série, un roman, un essai, ce que vous voulez. En fait, Mylène Farmer, elle a aussi un univers qui est très tourné sur le 18e, 19e siècle, etc., avec justement un univers autour du libertinage, etc. Donc, dans la poursuite moi, j'ai relu en fait dernièrement le portrait de Dorian Gray, et je trouve qu'on reste tout à fait dans l'univers de Mylène Farmer. Alors c'est un grand classique pour citer celui-là. Et puis si on doit citer une série qui est sortie, la dernière que j'ai vue, c'est Paris 1900 sur un roman policier qui se passe sur fond de l'affaire Dreyfus et le sentiment antisémite extrêmement prégnant qu'il y a dans Paris et qui fait régner une terreur. Et alors évidemment c'est d'une actualité folle actuellement et je le conseille, c'est à voir. Côté série, je suis tellement fan de Heartstopper que je ne peux pas ne pas la conseiller, vu que je l'ai déjà vue 7 fois. Et côté livre, j'en parlais à Marielle ce matin, un petit essai d'un politiste qui s'appelle Vincent Tibéri et qui pose la question: la France est-elle vraiment de droite? Et qui nous rassure en disant que pas tellement. Ok, j'allais voir ça, ça m'intéresse. Vincent Tibéri, ok. On mettra tous les liens de ce que vous venez de nous conseiller. Ça fait longtemps que je n'ai pas relu le portrait de Dorian Gray. Je l'avais lu adolescent, tiens, ça aussi. Donc c'était hier. Petite question en rafale. La chanson que vous ferez écouter à un non-fan pour le convaincre d'écouter un peu plus de Mylène Farmer, bien entendu. Vous choisirez laquelle? Moi, je vais faire une réponse classique, parce qu'en plus, dans le livre où j'en parle, je ferai Désenchanté, et c'est ce que j'ai fait dans le livre, c'est-à-dire que j'ai fait une étude sémiologique, pour le coup, de Désenchanté, des paroles, une analyse, et comment ça a pu résonner quand même avec une époque. Et c'est quand même, encore aujourd'hui, je vois quand j'échange sur l'artiste, et tout l'intérêt quand même de son univers, et de montrer que justement, c'est pas simplement quelque chose une fois de plus hors sol, c'est que ça s'inscrit dans une histoire, voilà, et dans une histoire sociale, donc quelque chose qu'on a partagé et qu'on a vécu, comme aujourd'hui on parlera sans doute dans 20 ans du confinement, on peut parler d'il y a 30 ans de l'arrivée du sida et de comment toute une génération a été marquée au X par ça. Et cette chanson, elle est parlante, elle raconte
cet effondrement peut-être des rêves, tout en n'étant jamais tombé justement dans une noirceur là-dessus. C'est quelqu'un qui ne décide pas, qui refuse d'être celle qui dira la fin a donné à tout ça. Le clip le montre aussi. Voilà, c'est à chacun de se l'approprier et d'en faire quelque chose. Mais je trouve ça très profond et ça montre qu'on ne peut pas simplement la caricaturer. Donc ça reste une chanson quand même intemporelle qui traverse bien les époques, auxquelles on peut rattacher... Enfin, ne pas pouvoir à l'époque faire l'amour comme aujourd'hui, ne pas avoir pu pendant le confinement s'embrasser, mais on voit bien que ces épidémies, enfin tout ce qui a pu être lié autour, il y a quelque chose qui traverse et il y a de temps en temps des chansons qui nous rattrapent et qui savent, je ne sais pas les mettre en mots parce que je vous rejoins sur le fait que tout n'est pas dit dans ces chansons, que ça ne veut pas dire que c'est consciemment ça qui est dit, mais c'est quelque chose de ça qui est suggéré, voilà, et de cette dimension qu'on a pu traverser. Désenchantée aussi, évidemment. D'abord parce que c'est l'immense succès de Mylène Farmer. Deuxièmement parce qu'elle a été tellement reprise, cette chanson. Il ne se passe pas un mois sans qu'il y ait une reprise de Mylène Farmer. Ça veut dire que du classique au hard rock, à des chanteuses contemporaines comme Chris and the Queen ou bien Pomme, tous les univers ont repris Désenchantée. Donc il serait quand même étonnant que ce ne soit pas la chanson, l'étendard presque, même si elle n'aimerait pas être un porte-drapeau et elle le dit elle-même. C'est vraiment la chanson qui a réussi à transpercer tous les univers musicaux, toutes les générations, beaucoup de pays, avec des reprises dans de très nombreux pays. Donc peut-être en termes d'acclimatation à Mylène, oui, Désenchantée. Ok, super. La chanson que vous ne ferez pas écouter à un non-fan pour éviter qu'il se détourne des Mylène Farmer. Il n'y en a aucune. Aucune, elles sont toutes bien. Même celle de Mon Kimi. Dites pas ça à mon mari, c'est sa préférée. Non, je dirais Chloé, parce que quand même cette chanson sur une jeune fille qui se suicide et qui est noyée, je suis pas certain que ce soit la bonne porte d'entrée. Voilà. Mais écoutez, on va s'arrêter là. Oui. Je vous remercie vraiment. Merci. Merci vraiment d'avoir accepté l'invitation et d'avoir passé du temps avec moi, en l'occurrence. Arnaud Alessandrin, Marielle Tools, votre livre s'appelle Sociologie de Mylène Farmer. C'est aux excellentes publications double ponctuation, édition, excusez-moi. Tous les liens sont sur le site internet, sur les réseaux sociaux, etc. Donc n'hésitez vraiment pas à cliquer dessus et à acheter le livre, il est super. Bravo. Super, pas cher, bien écrit, vraiment foncé. Ouais, n'hésitez pas. Merci beaucoup. Merci. Tout pas tout dit, le monde entier dépend de nous. Destin fragile et monde hostile, on devient fou. Tout pas tout dit, mais la vie m'est vraie, elle a bon dos. Oh oh. Ne voir que toi, rien qu'une fois, rend tout plus beau. Regarde-moi, être ou pas, c'est n'être pas. C'est peut-être chic de faire du toc. Tac, tac, c'est l'air du toc. C'est non, bon. C'est peut-être chic, c'est l'air du toc. Pour l'authentique, on traque du stock. Du tac au tac, changeons d'époque. Oh oui, dis-moi. Dis-moi oui, mais non. Ne dis plus jamais non. L'amour, le loup est risqueur. Dis-moi oui, mais non. Ne dis plus jamais non. Et plus mon cœur soucie que ça. Dis-moi oui, mais non. Ne dis plus jamais non. L'amour, mon loup se risque. Dis-moi oui, mais non. Dieu que c'est long. Sans toi, mon corps soucie que ça. Quand il meurt, allongé sur le dos, l'amour en tout plus beau. Oh, 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 oh. Et dis-moi oui, mais non. Ne dis plus jamais non. Amour, le loup, c'est ton nom. Tout pas tout dit, au-delà la vie, la mort compose. La nuit se couche, les yeux rougis, l'aube est morose. Tout pas tout dit, si la vie est gaie, tout va à l'eau. Oh oh. Au bateau ivre et joie de vivre me fait défaut. Regarde-moi, être ou pas, c'est n'être pas. C'est peut-être chic de faire du toc. Tac, tac, c'est l'air du toc. C'est non, bon. C'est peut-être chic, c'est l'air du toc. Pour l'authentique, on traque du stock. Du tac au tac, changeons d'époque. Oh oui, dis-moi. Dis-moi oui, mais non.
plus jamais non, et plus mon cœur soucie que ça. Et dis-moi oui, mais non, ne dis plus jamais non. L'amour, mon loup se risque. Et dis-moi oui, mais non, Dieu mon Dieu que c'est long. Sans toi, mon corps soucie que ça. Quand il a allongé sur le dos, l'amour en tout plus beau. Oh, 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 oh. Et dis-moi oui, mais non, ne dis plus jamais non. Amour, le loup c'est ton nom. Le loup c'est ton nom. Dans ma mémoire qui dira, gardera l'allure de l'asphalte. Tu préfères les ans plus aigus, un destin qui semble perdu. Et plus d'amertume, et pas la lune. Tu n'as pas le choix, c'est peut-être moi. Si je n'ai pas su taire tes mots de colère, je m'en veux, tu vois, te donne ma foi. Et plus d'amertume, et pas la lune. Dis-toi que l'âme parfois se fait mal, mais il fait 6 mois. Détourne-toi de moi, tu l'as fait déjà, tu l'as fait déjà. Je te vois, ça te fait quoi quand je te vois? Ça me fait ça. Et quand la danse est